Perspectives scientifiques, Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 4e émission, Qu'en disent les sciences sociales avec Serge Moscovici et François-André Isambert. On désigne généralement par le sigle NDE, en anglo-saxon Near Death Experience, expérience proche de la mort. On dit aussi en français état de mort imminente. On désigne donc par ce sigle un phénomène vécu par un certain nombre de personnes dans des conditions extrêmes. Et dans les émissions précédentes, nous avons tenté de décrire ce phénomène, un phénomène dont on parle beaucoup ces derniers temps, phénomène à la fois étrange et fascinant, rapporté par des personnes qui reviennent d'un coma profond, par exemple, et qui nous racontent avoir vécu des choses extraordinaires, sortir de son corps, être aspiré dans un tunnel d'ombre ou quelque chose d'équivalent, pénétrer dans une lumière merveilleuse, rencontrer des êtres bienveillants, etc. Et nous avons entendu des témoignages de personnes ayant vécu cette expérience et également des témoignages de soignants ayant assisté des personnes vivant des choses comme cela. Et la question se pose de la validité de tels témoignages, afin d'attester à la fois de l'existence et de la nature d'un tel phénomène. Eh bien, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce que les sciences sociales peuvent raconter ou plus directement nous dire sur une telle question. Cette expérience aux frontières de la mort ne concerne pas que les personnes qui ont connu un coma profond. On dit que ces états de conscience se produisent aussi chez des gens qui frôlent ou croient frôler la mort, sans dommage physique par exemple. Un alpiniste qui fait une chute en montagne et s'en sort indemne, et bien pendant sa chute, il est possible qu'il vive ce genre d'expérience, une espèce de vision panoramique de sa vie, sortir de son corps, etc. La psychophysiologie fournira peut-être des hypothèses explicatives sur les causes et les processus, mais maintenant, Serge Moscovici, je me demande d'abord si les techniques des sciences sociales peuvent nous permettre de considérer la validité de tels témoignages et de tester en quelque sorte la réalité de ce phénomène. D'abord, disons, dire de quelqu'un qu'on approche la mort de très près, d'une certaine manière, ça n'a pas de sens, je dirais, subjectivement. L'homme ne peut pas avoir l'expérience de la mort. La seule expérience qu'il a, c'est celle de la vie, même dans les situations les plus extrêmes. Mais il peut penser qu'il va mourir. Il peut penser qu'il va mourir. Je pense que la première question qui se pose, parce que j'ai vu des études de ce genre, des études, disons des livres, parce que parler des études, je ne sais pas si ce serait juste. Ce n'est pas que je sois pédant à propos de ce terme, c'est des témoignages, c'est des livres, parce qu'après tout, c'est une chose qui nous intéresse tous, ça nous touche tous. Et on se demande toujours qu'est-ce qui se passe avec les gens qui reviennent de la mort. En fait, c'est comme ça qu'on présente souvent ces études. D'abord, il y a un problème de population. Est-ce que, disons, on a considéré tout un échantillon, hein? Est-ce qu'on a demandé à tous les gens qui se sont trouvés dans cette situation s'ils ont eu des rêves, quels ont été les rêves, quelles ont été leurs impressions? Ça, je n'ai jamais vu, disons, quelque chose de systématique. On a vu des cas frappants, hein, mais on ne sait pas. Peut-être la plupart des gens n'ont pas de rêves. Et donc, on parle uniquement de ceux qui ont des rêves. Ceci ne veut pas dire que les rêves de ceux qui les racontent ne sont pas significatifs, mais ce problème de la population n'est jamais indiqué. Si on veut prendre comme ça, de manière systématique, tous les aspects de l'affaire. Les gens qui parlent, qui témoignent de ces phénomènes disent qu'ils ne rêvent pas, qu'ils ont vraiment vécu ce genre d'événement. Oui, d'accord. Enfin, c'est disons, appelons ça une sorte d'expérience onirique, hein, parce que dire qu'on a vécu ce genre d'événement, ça veut dire quand même qu'on les a vécus en imagination, ou dans un état
disons, particuliers, que ce soit un rêve éveillé, ou dire qu'ils sont vécus, a peut-être un sens dans un autre langage, mais on ne peut pas utiliser ce terme. Donc ça, c'est la première chose, c'est le problème de la population. La deuxième remarque aussi à propos de ces témoignages, certainement qu'ils comportent une grande part de rationalisation. Comment faire cette part de rationalisation, faire la part de cette rationalisation, c'est très difficile. Si je vous demande maintenant ce que vous pensez, et je vous demande de mettre ça sur une liste, je n'aurai pas toutes vos pensées. Je n'aurai qu'une partie, et celle que vous allez choisir. Donc, même simplement dire j'ai rêvé ce que les gens disent d'avoir vécu comme expérience, il y a une part de rationalisation. On ne peut pas penser que tout ça a vraiment fait partie de cet univers onirique. Il y a la partie constructive qu'on ne peut jamais éliminer. Maintenant, la question que je me pose est relativement simple. Est-ce que ce sont des relations à propos d'idées, d'images qu'on a eues dans cet état onirique, ou ce sont des reconstructions? Et ça, je n'ai pas vu. Une reconstruction, je dirais, complète, quand la personne est revenue. En fait, parfois, j'ai l'impression que la personne construit un roman concernant ce voyage. Mais vous me direz, bon, ça c'est... Pourquoi construirait-il un roman? Mais allez interviewer un malade qui a eu une opération très grave. Il va aussi vous parler de son expérience à l'hôpital, de transformations qu'il a ressenties, des bénéfices qu'il en a tirés, etc., etc. Il y a toujours une tendance chez nous à vouloir, je dirais, justifier ou introduire qu'on part de notre roman de vie, cette chose qui est insupportable. Moi, je suis frappé quand je parle avec des gens qui ont connu, par exemple, des accidents, qui ont eu des accidents, qui ont connu des situations difficiles d'opération, vous savez, de dos, ou opération de cœur. Vous voyez, il y a quand même cette tendance à reconstruire son histoire à propos des événements les plus terribles et à les rendre positifs, à en faire une valeur importante. L'expérience est tellement importante qu'on doit pouvoir l'inscrire dans le roman de sa vie. Mais alors, comment peut-on faire pour contrôler la part de réalité de ce qui est ramené? Parce que je poserai la question, mais pourquoi voulez-vous contrôler? La réalité de quoi? Alors, est-ce que je dois entendre que vous, psychologue social, vous pensez que l'appareil technique de la psychologie sociale ne dispose pas de moyens pour recueillir ces témoignages et pouvoir leur donner un degré de vérité ou de réalité objective? Mais comment? Je me demande qui peut dire que ça c'est une expérience vécue? L'expérience vécue, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc personne ne peut le faire. Je pense, non pas seulement le psychologue social, comme je pense n'importe qui, enfin, voudrait faire ça, une étude systématique, il doit regarder à tous ces aspects, c'est-à-dire la population. Est-ce que c'est vraiment fait de tout le monde? On peut faire des entretiens extrêmement systématiques, voir un peu quelle est la part de rationalisation, après tout, faire des sortes de contre-épreuves. Ça, c'est aussi possible. Ensuite, il y a le phénomène, je dirais, peut-être il y a une culture où ces gens se retrouvent. Enfin, je dirais pas une contagion, mais peut-être que
les gens qui ont eu une même expérience rencontrent des gens qui ont eu cette expérience. Alors, il y a une autre possibilité. Vous savez, il y a ce phénomène des personnalités multiples. Vous connaissez ce phénomène? Eh bien, peut-être qu'être dans un état comateux crée quelque chose de l'ordre d'une des personnalités multiples. Et quand on se trouve avec une personnalité multiple, elle a plusieurs expériences vécues au sens-là. Hein? Et peut-être que l'état comateux est un de ces états qui, du point de vue psychologique, crée une personnalité, un des aspects de la personnalité multiple. La raison pour laquelle je suis venu parler avec vous est la suivante, c'est que il me semble que avant d'essayer de trouver des explications satisfaisantes du point de vue de la neurologie, du point de vue de la psychiatrie, du point de vue de l'anthropologie en général, il est d'abord utile d'attester la réalité du phénomène, c'est-à-dire que ce soit vraiment un phénomène existant. Et il me semble que c'est les sciences sociales qui ont l'habitude de s'intéresser aux témoignages et à la vérification des témoignages, de se situer par rapport à ça et de dire quelles pourraient être les méthodes qu'on pourrait utiliser pour ne serait-ce d'abord dans un premier temps d'établir que le phénomène existe vraiment, quoi. Ça, il n'y aurait pas de difficulté si effectivement les gens décidaient de regarder la population, faire des sortes de recoupements, faire après tout des analyses très fines du langage, des analyses très fines des thématiques que les différentes personnes utilisent. Mais les gens peuvent appartenir à des milieux différents, ils peuvent avoir une culture différente, mais est-ce qu'il y a quand même un milieu de l'hôpital? Vous savez, dites-vous bien qu'une personne qui connaît cet état est une miraculée, si je puis dire, pour le médecin lui-même, pour tous les gens autour. Hein? Et je dirais, il faut bien qu'il justifie ce miracle. Il faut bien qu'on se justifie ce miracle à soi-même. Mais je trouve que ça, c'est intéressant en soi, sans aller chercher à démontrer qu'il y a une expérience vécue qui peut-être existe, mais je dirais comme pour les phénomènes parapsychologiques, peut-être qu'ils existent, mais nous n'avons aucun moyen de les démontrer. Nous n'avons même pas le moyen de les penser. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fait de la parapsychologie et qui me dit comment je pourrais les concevoir pour, si on veut, des preuves. Et alors ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a toute une culture autour de ces cas exceptionnels. Ils sont probablement toujours dans les mêmes hôpitaux. Et à votre connaissance, la psychologie sociale, enfin les sciences sociales, vraiment sciences, n'ont pas pris en charge une analyse ou une étude portant sur ces témoignages? Pas à ma connaissance. Non, mais vous vous rendez compte, je suppose que ces cas sont des cas exceptionnels? Eh bien non, parce qu'on semble dire que maintenant qu'on s'y intéresse, on en recueille de plus en plus. Et il est vrai, si vous voulez, que les techniques, notamment ne serait-ce que pour les gens qui font l'expérience du coma, il est évident qu'avec les progrès fantastiques que la médecine d'urgence a fait et que la réanimation a fait, un nombre considérable de personnes qui ont été dans des comas profonds sont réanimées, et alors qu'il y a seulement encore 10 ou 15 ans ou 20 ans, ces gens-là étaient voués à la mort. Or, effectivement, les témoignages se multiplient. Mais par exemple, faisons une proposition concrète. Peut-être qu'à la suite de votre émission, l'INSERM décidera de faire une étude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le coma des accidentés de la route. Et faire, par exemple, là, vous avez une population qui a eu à peu près le même accident, parce qu'il faut se mettre dans des situations relativement uniformes, à peu près le même accident, probablement à peu près la même évolution, et on pourrait voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils rapportent ces gens-là comme expérience. Mais encore une fois, c'est une expérience onirique.
Ils ne sont pas partis, ils ne sont pas sortis de leur corps et ils sont allés ailleurs. Je dois comprendre que, de votre point de vue, ce phénomène existe peut-être, mais il est hors du champ de la science. C'est un autre mode d'investigation qui doit s'intéresser à ça. Oui, mais moi je suis persuadé que c'est un phénomène d'ordre onirique. Peut-être c'est une classe de rêves, peut-être que parfois des rêves éveillés, mais je pense que c'est un phénomène onirique. On ne peut pas absolument pas penser qu'il y a là une sorte de phénomène, je ne sais pas, ayant quelques degrés de réalité que ce soit. Je ne crois pas dans l'existence d'un tel phénomène. Il y a un aspect sur lequel la sociologie n'a rien à dire, c'est l'aspect psychophysiologique, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ces états comateux produisent, disons, des impressions d'une certaine nature. Là-dessus, la sociologie n'a rien à dire, c'est la psychophysiologie qui peut répondre. Maintenant, comme il s'agit de phénomènes qui sont apparentés aux rêves, le sociologue sait très bien que les rêves sont influencés par la culture qu'a reçue celui qui rêve, c'est-à-dire non seulement ses expériences personnelles, mais également ce qu'il a appris. Alors, des gens à qui il est arrivé ce que vous venez de me dire peuvent avoir appris que d'autres ont eu ce même phénomène et lorsqu'ils reconstituent leurs souvenirs, peuvent être influencés par ce récit que l'on a fait des autres. C'est-à-dire que il est possible que ça soit une sorte d'idée commune, que l'on a ce genre d'impression lorsque la conscience en arrive jusqu'à s'éteindre presque, et que de ce fait, il y ait donc constitution d'une réminiscence onirique qui serait influencée culturellement. Serge Moscovici est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a publié La machine à faire des dieux chez Fayard en 88 et avec Willem Doise, Dissension et consensus au PUF en 92. Après le point de vue du psychologue social, voici celui du sociologue François-André Isambert, directeur d'études honoraires à l'École des hautes études en sciences sociales lui aussi. Avec des nuances quelquefois non négligeables, les personnes ayant vécu ce genre d'expérience décrivent tout de même certaines constantes. Elles sont toutes persuadées qu'il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'une réalité. Alors comment la sociologie se situe-t-elle à l'égard de ce genre de phénomène ? Sur ce plan, la sociologie n'a pas de méthode propre. L'enquête est le recueil de témoignages est quelque chose qui n'est pas propre aux sociologues. Un juge d'instruction, un policier recueillent aussi des témoignages. C'est au même titre qu'il cherche à trouver des témoignages authentiques. Alors, il y a un grand principe qui est commun à tous les témoignages, à la validité de n'importe quel témoignage, c'est leur indépendance. C'est-à-dire que si deux témoins qui ont vu une même chose ont eu l'occasion de communiquer directement ou indirectement, à ce moment-là, leurs témoignages ne se cumulent pas. C'est comme si il y avait eu un seul témoignage. Alors, dans un cas comme celui que vous m'indiquez, il me semble qu'une question pertinente à poser serait de savoir si les personnes qui racontent avoir vécu
les expériences que vous dites avaient déjà entendu parler d'expériences de cette sorte, soit autour d'eux directement, soit de façon plus large par les médias, par l'opinion publique d'une façon générale. Mais par ailleurs, est-ce qu'il y a des moyens de pondérer des tentations de simulation? Écoutez, alors là, à ce moment-là, je vous dirais que c'est du même ordre, c'est-à-dire que vous savez comment font les policiers, ils s'arrangent pour reposer une même question sous une autre forme, de manière à ce que le témoin ne s'aperçoive pas qu'il s'agit de la même question. C'est la même question, mais sous une forme déguisée, de façon à voir si le témoin se contredit. Là, il n'y a pas la possibilité de se référer à une réalité extérieure quelconque que nous pourrions essayer de découvrir. La seule chose qui existe, c'est qu'un certain nombre de personnes témoignent d'une expérience sensiblement de même nature. Et comme cette expérience ensuite est quand même plutôt extraordinaire, non seulement il y a le problème de la simulation, mais il y a le problème également de, comment on pourrait dire, de l'équilibre, de la normalité de la personne qui porte cet autotémoignage. Oui, mais je dirais que ce problème de la normalité est relativement secondaire parce que, de toute façon, il se réfère à un état qui lui-même était anormal. Non, ce qui me paraît plus important, c'est d'essayer de bien distinguer ce qui est description et ce qui est interprétation. Parce que, au niveau de la description, à part les points que je vous ai indiqués, c'est-à-dire indépendance et non-contradiction, nous ne pouvons qu'accepter les descriptions qui nous sont faites. Si on nous parle de lumière, si on nous parle de tunnel, si on nous parle de sensation d'euphorie ou au contraire d'angoisse, nous sommes obligés de les recueillir telles quelles. Mais très souvent, les gens cherchent à comprendre ce qui s'est passé et donnent une interprétation de ce qu'ils ont vu. Certains disent « cette lumière que j'ai vue, c'était déjà le seuil du paradis », ou bien cette angoisse que j'ai ressentie, c'était celle de l'enfer. À ce moment-là, c'est une interprétation. Et au niveau de l'interprétation, c'est là que précisément les données culturelles jouent un rôle majeur. Si je vous entends bien, le témoignage porter témoignage de cette expérience, c'est un témoignage qui est reçu sur le plan de la description. Et le fait qu'il y en ait un assez grand nombre atteste de la réalité de ces vécus, alors. Oui, je ne vois pas pourquoi on mettrait en doute la réalité de ces vécus. Ensuite, évidemment, il y a des problèmes qui se posent aux psychologues, aux psychophysiologistes, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est au moment même où l'encéphalogramme était plat que les personnes ont eu ces impressions, ou est-ce que c'était à un autre moment ? Mais là, moi, je n'y connais rien. C'est une question que je renvoie, n'est-ce pas, aux psychophysiologistes. François-André Isambert a publié Le sens du sacré aux éditions de Minuit en 1982 et De la religion à l'éthique aux éditions du Cerf en 1992. Voilà, ne pas confondre description et interprétation.
Ainsi, les sciences sociales peuvent tester la validité de témoignages dans des conditions, semble-t-il, que notre société de communication ne permet pas tout à fait de remplir en ce qui concerne ces expériences. Quant aux professionnels, aux scientifiques, on voit que des avis différents peuvent se faire jour, qui semblent liés d'ailleurs à leurs convictions personnelles. L'un pense que le phénomène relève de l'onirisme, l'autre admet l'existence du dit phénomène. Mais les deux ne pensent pas que leur discipline puisse cerner de quoi il s'agit en vérité. Eh bien, c'est vers l'ethnologie que nous nous tournerons la semaine prochaine, car dans notre prochaine émission, nous nous intéresserons aux expériences qui rappellent les NDE, expériences relatées dans divers récits mythiques ou historiques ou ethnologiques, et nous verrons aussi quelques pratiques initiatiques dans certaines cultures traditionnelles. Je vous rappelle pour terminer qu'un essai rédigé à partir de cette enquête radiophonique est publié aux éditions Échelle sous le même titre, Les Portes de Thanatos, dans lequel vous trouverez une bibliographie sélective. C'était Perspectives scientifiques, Les Portes de Thanatos, une série d'Émile Noël, aujourd'hui 4e émission. Qu'en disent les sciences sociales avec François-André Isambert et Serge Moscovici. Mixage Pierre Guérino, réalisation Noureddine Sanouni.